Est-ce que la technologie va résoudre le problème climatique? Voici William Stanley Jevons, économiste britannique. En 1865, il remarque une chose. Quand on améliore l'efficacité des moteurs, eh bien, ils consomment moins de carburant. La technologie les rend donc moins chers et plus écolos. Oui, enfin, ça c'est sur papier. En pratique, puisqu'ils sont meilleurs, on les utilise beaucoup plus. Plus de moteurs, c'est donc plus de carburant et plus de pollution. On pensait régler le problème, en réalité on l'aggrave. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond ou paradoxe de Jevons. Ainsi, c'est pareil avec n'importe quelle autre technologie. La voiture électrique, par exemple, super solution au problème du pétrole. Mais il faut du coup produire plus d'électricité, sans parler de l'extraction minière qui est désastreuse pour l'environnement, etc. De nouveau, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. On parle aussi beaucoup d'éoliennes ou de panneaux solaires, mais celles-ci ne remplaceront jamais les anciens systèmes si on veut garder le même mode de vie. Elles s'y ajoutent simplement, donc finalement on consomme plus. Et malgré cela, face au problème des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère, certains scientifiques brandissent encore la technologie. Ainsi, voici quelques exemples. Puisque les océans captent un quart du CO2 émis dans l'atmosphère, eh bien les scientifiques proposent d'injecter dans l'eau de mer de la chaux. Chaux plus CO2, cela fait du calcaire qui tombe sur les fonds marins et libère ainsi de l'espace pour capter encore plus de CO2. Mesdames et messieurs, continuez à polluer, on a trouvé la solution. Après, sur le papier, c'est sexy, mais on ne peut pas vraiment prévoir l'impact sur l'écosystème marin. Puis surtout, pour déverser autant de chaux dans les océans, il faudrait construire près de 80 000 bateaux, soit l'équivalent de la marine marchande actuelle. Autre exemple un peu foufou, Paul Crutzen, chimiste néerlandais, propose, lui, de pulvériser dans l'atmosphère des millions de tonnes de petites particules de soufre. Elles agiraient comme une sorte de miroir, renvoyant les rayons du soleil vers l'espace. Roger Angel, astronome américain, va encore plus loin. Il propose d'envoyer sur orbite 16 000 milliards de petits miroirs pour constituer un bouclier thermique et ainsi refroidir la Terre. Ça vous paraît fou? Ça l'est un peu. Et finalement, ces exemples cachent quelque chose d'évident. La technologie dans un monde dirigé vers la croissance, c'est surtout une bonne excuse. L'idée rassurante que nous ne devons rien changer à nos habitudes, la science s'occupe de tout. Alors sachant cela, doit-on pour autant fuir la technologie? Eh bien, pas vraiment. C'est pourquoi certains proposent de revenir à une technologie plus facile à produire et qui ne réclame pas beaucoup de ressources. C'est ce qu'on appelle la low-tech, une technologie efficace, plus simple et qui consomme beaucoup moins. En conclusion, ce n'est donc probablement pas la technologie qui va sauver l'espèce humaine du réchauffement climatique, mais plutôt ce que l'espèce humaine fait de la technologie. Ainsi, nous pourrons toujours inventer de nouvelles techniques, reste à voir si celles-ci nous mèneront à un monde meilleur ou un monde pire encore. C'est quoi l'éco-anxiété ? Eh bien d'abord, il faut savoir qu'en 1838, au tout début de l'ère industrielle, Claude Pouillet, physicien français, comprend que le CO2 a un impact direct sur le changement climatique. 58 ans et autant de charbon plus tard, Svante Arrhenius, chimiste suédois, prouve qu'utiliser du combustible fossile aura pour conséquence un réchauffement de la planète de 4 degrés. Oui, cela fait donc plus d'un siècle que nous sommes absolument conscients de notre impact sur le climat et pourtant, rien n'a changé. Ce que l'on sait depuis 126 ans est en train de se passer et tout indique que cela sera pire encore pour les nouvelles générations. Quoi de plus logique alors que 3/4 des jeunes aujourd'hui jugent leur futur effrayant. Un jeune sur 2 affirme que cet état d'impuissance a un impact direct sur le sommeil, l'alimentation, les relations sociales et surtout la capacité à se projeter dans le futur. D'abord parce que nos modes de vie leur réservent un monde apocalyptique, ensuite parce que le système socio-économique actuel est dirigé par une génération pour qui le changement climatique, c'est pas avant 2100, donc peu concerné. Un élément spécifique de cette éco-anxiété, c'est la solastalgie, un état de deuil quant à la vision que l'on avait du monde ou de l'avenir. Oui, un état de deuil de l'avenir. Cette angoisse face à l'inaction des politiques mondiales, cela s'appelle donc l'éco-anxiété. Elle est renforcée par le décalage entre l'urgence de la situation et l'inertie des habitudes du quotidien, car il faut d'abord apprendre un métier, puis assurer son avenir.
Avouez que vu la situation, c'est un peu dur à avaler. Mais oui, à quoi bon faire des études ou aller au travail à vélo si c'est pour de toute façon contribuer à ce système qui détruit la planète ? La bonne nouvelle, c'est que l'éco-anxiété n'est pas une pathologie. Selon la plupart des psychologues, les personnes éco-anxieuses sont en réalité des personnes plutôt saines dans un monde qui, lui, ne l'est pas du tout. Greta Thunberg résume cela en une phrase : « Le monde politique se comporte comme des enfants, alors à nous de nous comporter comme des adultes. » En bref, l'éco-anxiété, c'est plutôt utile et nécessaire dans un système économique et social qui perd la boule. Cela permet de se rendre compte que nous sommes déjà dans un état d'urgence climatique et qu'il s'agit maintenant de trouver ensemble des solutions. Mais là maintenant, hein. Les emballages éco-responsables, franchement, c'est super. Avec l'interdiction du plastique à usage unique, l'industrie se tourne vers de nouvelles solutions. Le plastique compostable, le plastique biosourcé ou encore le plastique biodégradable. Prenons par exemple ce gobelet 100% recyclable. Par quel miracle le café ne transperce-t-il pas le carton ? Eh bien justement, aucun. À l'intérieur, il y a simplement une fine couche de plastique. En théorie donc, on dit que l'emballage est recyclable, mais en pratique, il sera refusé dans les centres de traitement du plastique car il y a du carton et dans les centres de traitement du carton car il y a du plastique. Résultat, eh bien, on ne sait rien en faire. Alors on le brûle ou on l'enterre. C'est donc tout sauf éco-responsable, mais cela arrange bien tout le monde car le consommateur a bonne conscience et puis c'est bon pour le business. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a moins de plastique. C'est vrai. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a tendance à faire moins attention, ce qui augmente finalement la quantité de déchets à traiter. Dans la famille greenwashing, on trouve aussi les emballages biosourcés. Des sacs plastiques fabriqués par exemple avec du maïs ou de la pomme de terre. A priori, rien de plus naturel. Enfin, à condition que les cultures ne soient pas OGM, bourrées d'engrais ou de pesticides, mais ça, ce n'est pas précisé. Et puis, légalement, un plastique biosourcé ne doit comporter que 30% au moins de matière végétale. Un emballage peut donc avoir l'étiquette biosourcé alors qu'il contient 70% de pétrole. Ah bah oui, tiens, et puis quoi encore ? Le pétrole, c'est naturel, non ? Allez, encore un petit dernier pour la route ? L'emballage compostable, de loin le plus vicieux. Pour obtenir une étiquette plus verte, l'industrie paye des entreprises privées comme Tuvostria ou AIB Vinsot, qui octroient des labels bien pratiques. OK Compost et OK Compost Home, par exemple, sont des labels certifiés avec des paramètres de compostage industriel. Vous pouvez donc composter votre emballage chez vous, mais à condition de le broyer, de le retourner régulièrement pendant 6 mois à une température de 60 degrés et un taux d'humidité de 95%. Ce que, en réalité, personne n'est capable de faire chez soi. Le plus drôle, ou pas, dans l'histoire, c'est qu'en Belgique, il n'existe aucun centre de compostage industriel. L'emballage compostable finit donc, ironie du sort, par perturber les chaînes de recyclage du plastique. En conclusion, le seul emballage éco-responsable est bien sûr celui qui n'existe pas ou celui qui est consigné. Mais ça, pour l'industrie, ce n'est pas franchement une option. Alors autant y penser quand vous faites vos courses. L'écologie ? Bah, c'est un truc de gonzesse, non ? Ça vous choque ? Nous aussi. Pourtant, être un vrai mec, pour certains, cela veut encore dire manger du steak, avoir une grosse bagnole ou toute autre activité qui contribue à cramer son bilan carbone. Tout ça est très cliché et pas très écologique ? Exactement, et c'est ça le problème. Pour les femmes, le cliché est totalement différent. Tenez par exemple, elle est sensible, elle est douce et elle aime la nature. La femme protège son prochain, protège la nature, mais l'homme viril, lui, prône la domination de la nature, des autres et particulièrement des femmes. Pourtant, ces rôles, on ne les a pas dès la naissance, non. Ce sont des constructions culturelles qui justifient d'ailleurs pas mal d'inégalités. Rien d'étonnant donc qu'un mouvement féministe en fasse son cheval de bataille. Lutter contre le désastre écologique, c'est d'abord lutter pour plus d'égalité homme-femme. Voilà la base de l'écoféminisme.
Il faut dire que, selon l'ONU, les femmes seraient plus exposées au changement climatique. Femmes et enfants auraient 14 fois plus de risques que les hommes de mourir lors d'une catastrophe naturelle. C'est vrai dans les pays en voie de développement où les femmes s'occupent de 80% de l'agriculture et où la sécheresse peut avoir des conséquences dramatiques. C'est vrai aussi chez nous où la majorité des familles monoparentales sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants avec un risque élevé de précarité. À côté de cela, une étude de l'université de Yale en 2018 montre que les hommes craignent moins le changement climatique. D'abord parce que socialement, ils sont moins vulnérables, puis parce que dans les clichés, ce n'est pas très viril de craindre quelque chose. Notre société exploite à la fois les ressources de la Terre et les ressources que sont les femmes, précise Sandra Logier, une professeure de philosophie en France. Agir pour le climat et l'environnement, c'est donc aussi repenser nos imaginaires, repenser l'égalité homme-femme et par extension la vie ensemble sur cette planète. Alors, on fait quoi pour le climat? Eh bien d'abord, il faut s'informer. Parcourir le dernier rapport du GIEC est sans doute la meilleure façon de s'en rendre compte. Nous sommes en pleine urgence climatique. Alors bien sûr, cela n'est pas très agréable et même plutôt stressant. C'est d'ailleurs ce que Véronique Lapège, médecin-chercheur en santé publique, appelle l'éco-anxiété. Elle précise que se sentir responsable est la seule façon de combattre le réchauffement climatique. Deuxième étape, se rendre compte à quel point nous, petits citoyens, sommes importants. Une multinationale n'est rien sans un consommateur et un gouvernement n'existe pas sans électeurs. Alors, autant leur forcer un peu la main si besoin. Notre pouvoir, c'est aussi celui de changer nos habitudes. Rien de tel pour mettre en lumière les défaillances et les limites du système actuel et demander des changements en toute connaissance de cause. Et puis, montrer aux autres qu'il est possible de faire autrement, c'est la base. L'humain fonctionne par mimétisme, donc il suffit d'un ou d'une influenceuse un peu cool pour faire basculer l'histoire. Alors on réduit sa consommation, on se déplace moins en voiture, on limite la viande, le numérique, les déchets, etc. Et si vous en avez les moyens, bien sûr, autant que possible. Mais il est clair que ce n'est pas évident pour tout le monde. Face au dérèglement climatique, nous sommes tous dans le même bateau, mais à des étages différents. Selon le GIEC, les 10% les plus riches de la population mondiale émettent près de la moitié des gaz à effet de serre. Ils doivent donc faire plus d'efforts, mais ont aussi les moyens pour aider les autres à y arriver. Justice sociale et justice climatique, c'est exactement pareil. En conclusion, les meilleurs petits gestes pour la planète sont ceux qui favorisent une société plus égalitaire et tenable à long terme. Payer un petit producteur au juste prix, accueillir les réfugiés, ramener l'activité économique proche de chez nous, soutenir la low-tech, favoriser la justice fiscale, éviter le financement des multinationales, etc., etc. Revenir en somme à plus de bon sens.